Proche du RHDP, bonsoir et bienvenue. Merci. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup, merci d'être là. Bonne année à vous aussi. Merci. Docteur Ousmane Cherif, vous êtes secrétaire national aux affaires extérieures de la JPDCI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, j'espère. Merci, bonne année à vous, ça va très bien, merci beaucoup. Blaise Lasme, vous êtes le secrétaire général adjoint chargé de la région des Grands Ponts du PPACI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez, Blaise Lasme? Tout va bien. Tout va bien, merci beaucoup, bonne année à vous aussi. Et professeur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, historien, spécialiste des questions de défense et sécurité, analyse politique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Comment vous allez? Un peu fatigué, mais ça va. Bon, ben, très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, malgré votre fatigue. Merci à vous, messieurs. Avant d'ouvrir le débat ce soir, je vous propose à vous, parce que nos téléspectateurs l'ont demandé, de respecter un certain nombre de règles. Laissez votre co-débatteur, interlocuteur, terminer son propos avant de l'interrompre. Pas d'injures, pas d'interruption, je le rappelle encore une fois, il faut laisser le journaliste qui fait la modération faire son job. Si vous estimez avoir été lésé, laissez-moi faire mon travail et on s'entendra. Merci beaucoup de respecter ces règles-là. On est tous d'accord là-dessus, monsieur? On est d'accord. Ça marche. Bah, je vois des sourires, je vois des têtes qui acquiescent. Oui, ça va, ça va. C'est tant mieux. Merci beaucoup. Alors, je vous le disais, le président Alassane Ouattara a reçu jeudi le bureau des institutions de la République et les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Au cours de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a appelé les corps constitués à travailler au renforcement des acquis démocratiques pour consolider l'État de droit. Il a aussi exprimé son désir de continuer à servir son pays parce qu'étant en pleine forme, je propose de voir ce résumé de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan et on en parle juste après. Échange de vœux du Nouvel An au chef de l'État Alassane Ouattara à la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Les communautés diplomatiques sont les premières à être reçues. C'est le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, qui a présenté les vœux des diplomates tout en saluant les progrès réalisés dans le pays ces dernières années. Le chef de l'État, à son tour, les a remerciés et rappelé la croissance économique du pays, qui est de 6,1%, et le climat de paix. La dernière attaque terroriste en Côte d'Ivoire date de 2020. Le chef de l'État a indiqué qu'il veille à la préservation de ce climat de paix. Pour ce qui est de son éventuelle candidature à la présidentielle prochaine, le président Alassane Ouattara dit qu'il n'a encore rien décidé. Il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Après les diplomates, c'était au tour des bureaux des institutions de la République et le corps judiciaire de présenter leurs vœux. C'est la magistrate hors hiérarchie Marcel Kouassi qui a eu l'honneur de parler au nom de ses pairs. Elle a salué l'accompagnement de l'État à travers la construction de nouvelles juridictions pour rapprocher la justice auprès des justiciables. Le chef de l'État les a encouragés à travailler au renforcement des institutions à l'État de droit tout en luttant contre la corruption. Face à tous les grands défis que nous avons le devoir de relever, je vous encourage à œuvrer efficacement à la lutte contre la corruption, au renforcement de nos institutions, à la consolidation de l'état de droit. Pour ma part, en tant que gardien de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mon devoir dans la consolidation dans l'état de droit est de faire en sorte que nos magistrats demeurent toujours compétents, impartiaux, neutres, parce qu'ils font preuve en toutes circonstances de probité dans l'exercice de leurs fonctions.
Les bureaux des institutions de la République, les communautés diplomatiques et les autorités judiciaires ouvrent ainsi le bal d'une série de présentations de vœux au président de la République. Lundi, les forces de défense et de sécurité prendront la main. Monsieur, je rappelle le contexte, nous sommes en début 2025. Cette année, la Côte d'Ivoire va connaître une élection présidentielle. Le chef de l'État a annoncé une date précise, le 25 octobre 2025. C'est le dernier week-end, en tout cas, du mois d'octobre. Jusque-là, toute la classe politique ivoirienne attendait que le président de la République se prononce ou donne en tout cas un indice sur sa candidature. Et beaucoup ont vite fait de voir dans sa déclaration cette semaine face au corps diplomatique le fait de dire « je suis désireux de continuer à servir mon pays », ça a été diversement apprécié. Et justement, on va entendre vos avis ce soir. On va commencer avec vous, Dr Ousmane Chérif. Quelle analyse faites-vous de ce discours du président de la République? Juste avant de rentrer sur le discours du président de la République, permettez-moi, au nom de mon parti, de faire une doléance à la nouvelle chaîne ivoirienne. Non, les doléances, c'est au préalable, avant le débat. Si juste vous avez... Non, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. D'accord. Vous êtes invité, si vous avez des doléances, c'est moi qui vous ai invité. Bien vous me sûr. faites part des doléances, Oui. mais pas sur le plateau. On vous pose une question, vous répondez. D'accord. Si on rentre dans les doléances, finalement, on ne s'en sort pas. Donc je vous propose de répondre aux questions. Si vous avez des observations, des préalables, on en parle après l'émission et on en tient compte pour les prochaines émissions. Ne vous en faites pas. Merci Ali. Alors, je vous en prie, je vous en prie. Pour interpréter un peu le discours du président de la République en face du corps diplomatique, pour moi, il faudrait d'abord qu'on mette en place une interprétation concernant les enjeux de la confiance qu'on peut accorder à la parole publique d'un homme politique. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis de nombreuses années, de nombreux hommes politiques font des promesses et des déclarations au peuple et par la suite ne les respectent pas. Au fur et à mesure que le paysage politique se développe ainsi, finalement on se retrouve avec une perte complète de confiance entre la population et les hommes politiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, j'ai compté un total d'environ 14 déclarations. Je dis bien 14 déclarations dans lesquelles, de façon directe ou de façon indirecte, il a mis en évidence le fait qu'il veut sortir du paysage politique. 14 déclarations qui n'ont pas été faites sous l'effet de contraintes, qui n'ont pas été faites sous l'effet d'aucune pression. Ce sont des déclarations libres. Donc, on est en mesure de croire que ces déclarations-là étaient honnêtes, étaient des déclarations qui allaient être respectées. Déjà en 2020, plus de 80 personnes sont mortes, malheureusement, à l'occasion de la déclaration de candidature pour le troisième mandat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, environ 15 ans après le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut accorder encore une valeur, une confiance à la parole publique d'un homme politique? C'est une question qui n'est pas forcément une question d'un parti politique, c'est une question que toute la jeunesse et que tout le système politique ivoirien est en train de constater. Vous souhaitez qu'on remette sur la place publique la valeur de la parole publique, surtout des hommes politiques? Des hommes politiques, et c'est déjà remis en question. Si vous remarquez, quand vous êtes en politique, à chaque fois, les gens vous répètent, est-ce qu'on croit, est-ce que vous, les hommes politiques, est-ce qu'il faut vous croire? Dans le cas d'espèce, vous le dites pour la parole du chef de l'État ou pour tous les hommes politiques? Non, je commence d'abord de façon générale. Très bien. À rappeler qu'au fur et à mesure, année après année, on se rend compte que dans le paysage politique ivoirien, la parole publique des hommes politiques ne vaut pratiquement plus rien. Chacun, on a vu des gens qui ont juré ne jamais adhérer à un certain parti politique. Aujourd'hui, ils sont assis tranquillement en train au restaurant. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la parole publique des hommes politiques a encore autant de valeur que ça l'était précédemment? Je rappelle ceci, je termine rapidement, en rappelant que lors de la dernière interview au France 24 RFI du président de la République, la question qui lui a été posée, la réponse qu'il a donnée, est tellement une réponse qui est frappante que cette question-là même, le fait de la poser sur un plateau de télévision est blessante pour la parole publique des hommes politiques. C'était quoi la question? Le journaliste lui demande, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous allez être candidat, est-ce que vous n'excluez pas d'être candidat en 2025? Le président répond, ah non, non, non. J'ai fait trop de sacrifices. Je répète, c'est les mots exactement qu'il a utilisés. J'ai fait trop de sacrifices. Ah non, non, non. Il me sera difficile, voire même impossible, d'être candidat
en 2025. Quand vous avez un président, vous allez regarder l'interview dure plus d'une vingtaine de minutes, il a répété au cours de cette interview plusieurs fois que ça ne l'intéressait pas du tout de continuer, que c'était pour transférer le pouvoir à une autre génération. Donc moi je dis que du bas de mon innocence politique, j'ai envie de croire que la parole politique d'un homme public peut encore l'engager. J'ai envie de croire que pour une fois, le président de la République, Alassane Ouattara, va respecter cette promesse-là. J'ai envie de croire qu'il est en train de faire complètement le contraire de ce qu'il a fait en 2020. En 2020, il a fait croire à tout le monde qu'il ne serait pas candidat et il a été. Je pense qu'en 2025, peut-être, je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, je pense que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2025. Je pense qu'il est en train de faire croire à tout le monde, effectivement, que cette fois-ci, il sera candidat en disant « je suis prêt à servir mon pays ». Beaucoup vont y croire, alors qu'en réalité, à la fin, il ne sera pas candidat. D'accord, très bien. Professeur Banga, analyse? Ouais, écoutez, est-ce que vous, quand vous entendez le président Ouattara dire je suis encore en bonne santé et désireux de continuer à servir mon pays, est-ce que vous pensez que c'est un indice qui fait penser que le président Ouattara sera candidat ou non? Si, c'est un indice qui fait penser qu'il sera candidat. Non, moi, ça fait plus d'1 an que je dis, finalement, vous savez, quand on compare à 2020, déjà, dans les années 2019, une année avant l'élection, déjà, on sentait monter la vague Amadou Gon Coulibaly, à tel point qu'en mars 2020, quand Alassane Ouattara cède la place à Amadou Gon Coulibaly, en réalité, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde voit bien qu'il y a quelqu'un qu'on prépare à la tâche. Regardez les discours, regardez les meetings, il y a toute cette orchestration. On ne la voit pas aujourd'hui. Il n'y a que ça. La simple donnée politique me fait croire qu'aujourd'hui, pas qu'il n'y ait pas de gens en capacité, au RHDP le dit lui-même la sa demi-douzaine, mais tous les indices montrent que Alassane Ouattara sera candidat. Et la déclaration, et comme c'est ce qu'on attend chaque jour, hier, au-delà de la déclaration, on a commencé à répondre à toutes les questions que vous pouvez se poser. La première question pour lui, c'est est-ce qu'il regrette son choix de 2020, comme peut-être te rappelle, d'État par force majeure? Il a dit non, je ne le regrette plus aujourd'hui. En 2020, je l'hésitais, mais aujourd'hui non, je suis convaincu. Pourquoi je suis convaincu? Parce que finalement, je vois que j'ai bien fait, parce que je fais un très bon boulot. Il essaie d'expliquer pour le faire. Deuxième chose, c'est de dire, est-ce que je le veux encore? Parce qu'on se dit, après 15 ans, tu peux gagner une certaine lassitude. Alassane Ouattara nous dit qu'il veut encore être candidat. Et troisième question qu'il entend qu'on se pose, c'est la question de son état de santé. Il rappelle qu'il est en bon état de santé. Certains posent la question de la légalité. Il n'a pas abordé, parce que je suis d'accord avec lui, la question de la légalité du 4e mandat ne se pose même pas en termes de légalité. Si vous le remettez en cause, c'est vous remettez en cause le 3e mandat. Les questions de légalité, il faut chercher plutôt dans les autres partis, parce que lui, je ne la pose pas. Donc pour moi, la surprise serait qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Parce qu'il a quand même... Mais il a quand même ouvert une porte en rappelant qu'il y a une demi-douzaine. C'est une toute petite fenêtre qu'il a ouverte. C'est votre analyse? Il a ouvert une toute petite fenêtre pour dire oui, éventuellement, j'ai la... Mais là, sur ce cas, oui. Je pense que le RHDP a des présidentiables. Demi-douzaine, il le dit lui-même, mais le RHDP a des présidentiables. Institutionnellement, il y a le vice-président qui, théoriquement, quand vous êtes vice-président, ça veut dire qu'à toutes les heures, vous êtes prêt à gouverner. C'est pour ça que vous êtes là. Quand on voit le retour de Patrick Hachi dans le dispositif au cœur de l'État, on s'est dit, voici quelqu'un qui peut... Il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a plein de gars au RHDP qui peuvent prétendre. Mais aujourd'hui, que ce soit la machine RHDP elle-même, parce qu'il a dit, mon parti me l'a demandé. Mais la question ne se pose même pas pour le RHDP, on a peut-être un représentant du RHDP pour nous le dire. Donc pour moi aujourd'hui, tous les indices sont réunis pour que Alassane Ouattara soit candidat. En face, plutôt que de pleurnicher, il faut se dire clairement notre adversaire sera Alassane Ouattara. Il faut se mettre ça en tête. S'ils ne se mettent pas ça en tête, qu'ils pleurnichent et qu'ils espèrent qu'ils font nanani nanana, c'est bien beau pour le débat, comme on en fait tous les jours, mais la réalité c'est qu'ils ont 90% de chances aujourd'hui d'avoir pour adversaire Alassane Ouattara. Ce qui donne, à mon avis, c'est, pour terminer sur la question, c'est celui qui va le plus rassembler au sein du RHDP, celui qui va le plus mobiliser au sein du RHDP. Et même si je pense que le RHDP est le favori pour l'élection, avec Alassane Ouattara, il est encore plus favori qu'avec quelqu'un d'autre. Très bien. Monsieur le maire, vous vouliez réagir tout de suite? Allez-y. Oui, je voudrais dire que c'est depuis 1994 que le président Alassane Ouattara a traversé des difficultés, des colibés, des blocages administratifs, judiciaires, etc., pour que finalement, en 2010, les Ivoiriens lui donnent sa chance. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ont vu d'où le président Alassane Ouattara est parti avec la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui.
Et il y a certes encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour nous, militants du RHDP, c'est clair. Il faut que les autres partis arrêtent de spéculer sur le candidat du RHDP. Je veux vraiment que cela soit clair. Si quelqu'un a peur, il a dit qu'il pense que le président Alassane Ouattara va respecter sa parole. On ne sait pas de quelle parole il parle, mais s'ils ont peur, ils ont dit discipline. S'ils ont peur ils ont peur d'affronter Alassane Ouattara, je voudrais leur dire de commencer peut-être à trouver autre chose parce que Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Et puis, le mot restaurant qu'il a utilisé, il va vraiment falloir beaucoup plus que ce mot restaurant-là pour que les Ivoiriens, dont le quotidien aujourd'hui, à travers l'ensemble du territoire ivoirien, est impacté par des infrastructures qui leur apportent un meilleur quotidien, il va falloir plus que l'appellation restaurant pour que les populations laissent Alassane Ouattara et réengager ce pays-là dans une aventure, surtout pas entre les mains de personnes qui l'ont déjà plongé ici. Nous étions ici, dans ce pays. Et donc Alassane Ouattara est bel et bien notre candidat. Je pense que s'il doit avoir des difficultés sur le choix des candidats à l'intérieur d'un parti, ça n'est pas le RHDP. Les difficultés qu'ils ont avec la candidature de Tidiane Thiam, mais c'est à l'intérieur du PDCI qu'ils ont ce problème. Ce ne sont pas les militants du PDCI, du RHDP qui discutent sur qui est légitime, qui n'est pas légitime à être le candidat du PDCI. Au niveau du PPAC, c'est la même chose. Nous, on ne s'en occupe pas. Nous avons voulu qu'Alassane Ouattara soit candidat. Et il a dit qu'il est désireux. Et le mot désireux n'a pas été choisi pour rien. Et ce désir vient donc pour être porté par l'engagement ferme des militants du RHDP déjà d'avoir Alassane Ouattara comme candidat et que la Côte d'Ivoire puisse continuer son chemin. Parce qu'avec ce président, vous le savez, nous sommes aujourd'hui en bonne place dans le Conseil des Nations et cela doit continuer. Joël Poté, comment vous réagissez? Merci bien, M. Ali. M. Diarra-Souba, je préfère. M. Diarra-Souba, d'accord. Merci bien, M. Diarra-Souba. Je pense bien que l'engagement militant, il est libre et volontaire. Et avant d'être militant d'un parti politique, on est d'abord le produit d'une nation. La nation au-dessus de toutes nos organisations et formations politiques. La vie d'une nation, pour nous, est comparable à une course de relais, où chaque génération passe le flambeau à celle qui suit, et ainsi de suite. Quand une génération refuse de passer le flambeau, elle finira par s'essouffler, elle finira par s'épuiser, et certainement cela va causer des crises. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à sa durée au pouvoir, non. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. Son nom traverse les époques, son nom traverse les océans et même des continents. M. Diarra-Souba. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à sa capacité à traverser les générations. Et là, nous sommes en 1963 aux États-Unis d'Amérique. Quand Martin Luther King citait I Have a Dream, son célèbre discours, j'ai rêvé d'une nation dans laquelle noir et blanc empruntent le même trottoir. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noir et blanc sont assis côte à côte dans les mêmes classes. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noir et blanc fréquentent les mêmes hôpitaux. Quand il prononçait ce discours, Barack Obama avait 2 ans. 45 ans plus tard, Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis d'Amérique. Un homme politique ne traverse pas les générations. C'est son combat et sa cause qui traverse les générations. Tout le monde est désireux de diriger le pays. Charles Blé Goudé est désireux de diriger le pays. Très désireux d'ailleurs. Et quand il rentrait au pays, le 26 novembre 2022, dans une démarche républicaine, il adressait des courriers aux autorités du pays, à toute la classe politique. On aura le temps de parler de Charles Blé Goudé. Revenons au sujet. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du président de la République? D'accord. Non, c'est pour chuter. Oui, chuter donc, allez-y. Parce que le président de la République, en fait, a prononcé des phrases. Il a dit qu'il est désireux. Bien sûr, totalement. Désireux de diriger le pays. Charles Blé Goudé également est désireux de diriger le pays. Oui, ça, on l'a entendu. Voilà, Charles Blé Goudé, c'est un secret de polichinelle. Donc, je suis en train d'analyser le discours du chef de l'État et puis conclure, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Voilà. Et donc, quand il est rentré au pays, bien entendu, à la suite des différents courriers qui ont été demandés ça et là, il n'y a pas eu de réponse. Ça ne l'a pas empêché directement d'aller rencontrer le peuple de Côte d'Ivoire. De Gaulle l'a fait en France à l'époque. Il a fait la même chose. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être celui qui l'a dévancé dans toutes les régions. Mais nous avons trouvé des populations
enthousiastes, des populations chaleureuses. Les larmes, en fait, traduisaient souffrance endurée ou espérance nouvelle. Cette Côte d'Ivoire-là ne doit pas se priver de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est une chance pour cette nation. Je suis bien obligé de vous interrompre. C'est pourquoi? Oui. Non, vous n'allez pas m'interrompre. Mais si, je suis obligé de vous interrompre. Moi, j'ai un conducteur. Je vous ai posé une question sur l'analyse que vous faites. Vous avez fait un développement en rappelant que les générations doivent passer le flambeau. Mais j'ai rien. Mais ça, on l'a bien entendu. Mais depuis un moment, bon voilà, je reviendrai à vous. C'est le désir du chef de l'État de diriger, non? J'exprime ce désir qu'il est partagé, en fait. Mais ça, j'ai bien compris. Vous me comprenez? Non, mais ce n'était pas ça l'objet de la question. L'objet de la question, ce n'est pas de demander si Charles Blé Goudé est désireux de diriger la Côte d'Ivoire. Oui. L'objet de la question, c'était de savoir ce que vous inspire cette sortie du président de la République au moment où les débats se font sur sa candidature ou non, qui aura une incidence certaine sur la prochaine présidentielle. Mais on vous a bien entendu, on reviendra à vous de toutes les façons tout à l'heure. Yacouba Doumbia, c'est à vous. Alors, pour abonder dans le même sens que le professeur Arthur, le président, à mon sens, il sera bel et bien candidat. Parce qu'il a utilisé 3 mots ou 3 expressions qui amènent à croire cela. Le président a dit qu'il a eu raison de répondre à l'appel de son parti en 2020. Et tout cela, c'est pour situer le contexte dans lequel il prend cette décision. Il prend cette décision parce que ce sont les militants qui le veulent. C'est son parti qui le veut. Le deuxième mot fort, c'est de dire « je suis en pleine santé ». Comme pour couper court à tous ceux qui essaient de lier les questions de l'âge aux questions de santé. Donc il est en pleine santé, ça veut dire qu'il est encore bon pour le service. Et puis, le troisième mot fort, c'est le désir. Le désir qui est vraiment beaucoup plus fort que la volonté. Pour dire, avec tout ce que j'ai eu à réaliser, avec tout ce que nous voyons comme réalisation en Côte d'Ivoire, je suis désireux de poursuivre, d'apporter encore plus aux populations de la Côte d'Ivoire. Donc, au regard de tout ça, et quand on regarde l'évolution au niveau de l'échiquier politique, et Arthur l'a si bien souligné, avec Amadou Gon, il y avait vraiment toute une machine qui s'était mise en place. Or, à l'état actuel des choses, on ne voit pas justement cette machine-là, pour parler en termes de parallélisme des formes. Donc le président sera bel et bien candidat. Et après avoir échangé avec des personnes qui ont côtoyé le président pendant plus de 40 ans, ils ont dit une chose qui est quand même importante. Ils disent que le président est généralement en avance sur cette décision d'au moins 2 ans. C'est-à-dire qu'au moment où le président Alassane Ouattara est en train d'exprimer son intention de décision, c'est qu'il a déjà prise. Et enfin, quand on regarde le processus d'appel de ces militants, ça a commencé à la base depuis quasiment 2 ans. Hein. Les militants à la base, ils veulent que le président Ouattara soit leur candidat. Ensuite, il y a eu des responsables politiques de base. Ensuite, il y a eu des ministres. Et même le haut représentant du président de la République, M. Kone Kafana Gilbert, qui a été un peu plus précis. Il a dit qu'ils vont aller l'investir bientôt. Donc, à l'état actuel des choses, pour moi, le problème ne se pose pas. Mais comme on sait qu'il y a un maître du temps et des circonstances, donc le président ouvre une brèche pour dire « c'est vrai que je n'ai pas pris ma décision et que dans mon parti, il y a une bonne demi-douzaine de personnes qui pourraient prendre le relais si éventuellement je décidais de ne pas partir ». Mais à l'état actuel des choses, et ça c'est ma conviction, le président il est candidat. Blaise Las, comment vous réagissez? Ben, je ne suis pas surpris. Hein. Ce qui me surprend par contre, c'est les arguties qu'on utilise pour légitimer une posture qui n'est pas légale. Vouloir même se présenter est illégal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi le lui interdit. La loi le lui interdit. Il y a une constitution qui ne remet pas en cause les acquis des anciennes constitutions. Je peux faire lecture des propos de Bakongo qui disait « La constitution que les Ivoiriens vont avoir, celle d'aujourd'hui, dit en son article 183, la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. » Donc c'est clair. C'est élimine de facto le chef de l'État. Mais mieux, je vais abonder dans le sens de Touré Mouadou et même interroger ce qu'il a dit. Il a dit que le président Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo qui dit quelque chose et pense autre chose. Sa conception de la politique n'est pas l'art de la roubladise. Il a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat et il ne fera pas un 3e mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, on avait un candidat qui était qualifié de candidat exceptionnel. En 2015, on avait un candidat qui était qualifié de candidat par dérivé ou bien par dérivation. En 2020, il s'est présenté comme candidat parce qu'il y avait le décès d'Amadou Gon. En 2025,
il va se présenter selon lui parce qu'il est en bonne santé. Mais est-ce parce qu'il est en bonne santé qu'il doit violer la Constitution? Je suis venu avec une affiche qui est tirée du site de la présidence. On dit « Je vote oui ». Ça voudrait donc dire qu'en votant oui à la nouvelle Constitution qu'il a proposée lui-même, il s'interdisait un autre mandat au-delà de 2020. Donc Alassane Ouattara ne peut pas se présenter. Il le sait. Et toute autre posture est un passage en force, c'est un viol, un énième viol de la Constitution. Donc nous en prenons acte et puis nous allons avancer avec ça. Donc vous remettez en cause la validation de sa candidature, par exemple, en 2020 par le Conseil constitutionnel? Bien sûr, parce que la loi l'interdit. Parce que ceux qui ont écrit la Constitution l'ont décrit à travers des phrases, à travers des mots qui sont assez forts, qui sont assez parlants. Parce que lui-même, Alassane Ouattara, disait en son temps que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Aujourd'hui, ce qui est en cause, au-delà même de la parole publique, c'est le respect de la Constitution. Il a juré de respecter la Constitution et il ne respecte pas cette Constitution. Donc je pense que ce désir a été un désir qui est illégal et ça va nous conduire encore à une candidature illégale en espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas de troubles. Ousmane Chérif, allez-y. Alors, je vais rebondir sur ce que Blaise Lassine dit et qui va vraiment dans le même sens que ce que j'avais dit tout à l'heure. Les éléments de langage qui ont été utilisés lors du vote pour la nouvelle Constitution de 2016, tous les éléments de langage allaient dans le sens qu'on voulait faire une rupture à partir de 2020. Tous les éléments de langage. Et le PDCI, effectivement, a soutenu cette nouvelle Constitution parce que ce sont ces éléments de langage-là qui ont été tenus. Voilà pourquoi je dis et je répète, la parole publique d'un homme politique doit l'engager. Tout à l'heure, il a cité certains ministres. Aujourd'hui, qui disent exactement le contraire de ce qu'ils ont dit en 2020. Quand je parle de restaurant, monsieur le maire va s'offusquer. Le problème aujourd'hui avec... En fait, mon problème, c'est... En disant restaurant, certains estiment que c'est un anathème. Je viens. Il peut vous ramener la réplique. On va aller de réplique en réplique. Finalement, les choses peuvent s'envenimer. Donc, à partir du moment où un terme semble choquer les uns et les autres, on peut faire l'économie de ce terme. Je parle de la symbolique. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Les thèmes peuvent être enlevés. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, allez-y. Ma seule question, c'est que je suis en train de parler de la symbolique que représente la politique aujourd'hui, de façon générale en Côte d'Ivoire, mais de façon particulière au RHDP. Je dis, quand nous regardons tout ce que le président Alassane Ouattara a fait, depuis 2010, sa prise de pouvoir, jusqu'à aujourd'hui en 2015. 2025. En 2025, pardon. Est-ce que c'est une politique qui a profité aux Ivoiriens ou est-ce que c'est un petit groupe, ce que j'ai appelé, le thème n'a pas été aimé, mais restaurant, est-ce que c'est un petit groupe qui en a profité? Effectivement, c'est un petit groupe qui en a profité. Et je dis et je répète, ce sont les chiffres de la Côte d'Ivoire qui le confirment. Quand vous avez, récemment, le grand frère Stanislas Zézé, dans son agence Bloomfield, a fait sortir des chiffres, mais qui sont parleurs. 80% de la richesse qui est créée en Côte d'Ivoire profite à 5% de multinationales. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupuscule qui mange, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à l'aise, et puis les autres Ivoiriens sont en train de souffrir. C'est-à-dire c'est comme si la Côte d'Ivoire était une grosse pizza avec 10 tranches, et puis ceux qui sont étrangers, les multinationales en ont pris 8, les 2 tranches qui sont restées, les Ivoiriens ont pris, et on doit féliciter le président de la République pour ça. Monsieur Djarassouba, je pense que monsieur le maire, vous devez même avoir de la pitié pour les Ivoiriens. Quand vous dites qu'après 15 ans de pouvoir, les Ivoiriens sont satisfaits de ce que vous avez fait, je pense que vous, peut-être, vous êtes satisfaits de ce que le président a fait, ça se comprend, mais les Ivoiriens, dans leur très large majorité, ne sont pas satisfaits de cela. Je termine en disant, concernant la candidature, pourquoi est-ce que nous, au PDCI ou un autre parti politique, donne son avis par rapport à la candidature du président de la République? En réalité, nous ne donnons pas notre avis sur la candidature du président du RHDP. Le président du RHDP, aujourd'hui, a 2 casquettes. Il a sa casquette de président du RHDP et la casquette du président de la République. Le président du RHDP appartient au RHDP. Si le président du RHDP était différent du président de la République, nous n'avions pas intérêt, dans un autre parti politique, à donner notre avis. Ça ne nous intéresse pas du tout. Le problème, c'est que vous avez fait en sorte que le président de la République est aujourd'hui le président du RHDP. Donc, en tant que président de la République, nous avons valablement le droit de dire est-ce qu'il a la possibilité d'être candidat. Donc, dire que c'est d'autres partis politiques qui s'intéressent de vos affaires internes, non, ce n'est pas vos affaires internes, c'est les affaires de toute la Côte d'Ivoire parce qu'il est président de la République. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Professeur Banga, ensuite Fanny Karim, allez-y. Moi, le chapitre de l'égalité me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes dans une démocratie. Donc, tout citoyen, quel qu'il soit, tout citoyen, peut avoir son avis sur une question. Encore une question légale. Donc, moi, je peux estimer que ça, c'est pas bon. Je peux estimer que c'est bon. Quand il s'agit de l'égalité,
tous les citoyens, là, on a confié la légalité à une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc, quand on est républicain, qu'on respecte son pays, on respecte ce que le Conseil constitutionnel dit. On ne vient pas dire sur un plateau de télévision que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution. Ça, même dans d'autres pays, c'est passible de poursuites judiciaires. On a tous des avis. Bakongo n'est pas le... Alassane Ouattara lui-même n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce qu'Alassane Ouattara dit là, c'est même pas légal. Il y a une seule institution qui donne la légalité. On peut discuter de la légitimité, de la pertinence, de l'opportunité, de ce que vous voulez. Mais en Côte d'Ivoire, on a confié à des gens qu'on n'est pas d'accord. Quand tu penses que c'est un viol, l'autre dit c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui estimaient qu'ils avaient le droit. Il y en a d'autres qui estimaient qu'ils n'ont pas le droit. C'est logique, c'est une démocratie. Quand on finit de faire ça, là, il y a un monsieur, un groupe de gars qu'on appelle les sages. Eux, ils s'asseyent, ils écoutent et puis ils disent, bon, on a écouté, c'est ça là qui est légal. Ces messieurs se sont assis, ils ont validé la candidature, ils ont validé l'élection. Nous ramener encore le débat de la légalité, c'est nous ramener 10 fois en arrière et de façon inutile, inopérante et inefficace. Et c'est même mépriser les institutions du pays. Le Conseil constitutionnel a tranché. Moi, je suis surpris qu'un militant du PDC me parle de parole publique. Un parti qui a triché pour choisir son attention au terme, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai dit de me laisser faire mon travail, monsieur. Professeur Banga, non, je vous comprends. Vous avez totalement, je puis vous dire que vous avez totalement le droit de choisir vos mots. Voilà, mais il y a des mots qui peuvent susciter de la tension. S'il vous plaît, professeur Banga, s'il vous plaît, vous pouvez choisir d'autres mots. Je respecte votre point de vue, je ne veux pas le dénaturer, mais choisissez d'autres mots, s'il vous plaît, pour éviter d'envenimer. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Non, mais Ali, je suis... Non, faites votre analyse, s'il vous plaît. Continuez. Vous avez le droit de... Un militant du PDC-RDA, alors que devant lui, un monsieur qui n'était pas militant actif, on a fabriqué un truc militant actif, un monsieur qui n'a jamais été dans un bureau politique, qui a fabriqué un bureau politique, et puis il vient parler d'honnêteté politique. Mais qui est malhonnête que... Attention au terme encore. C'est lui qui a choisi le thème honnêteté politique. Donc je reviens à son thème. Je prends le contraire. Donc les plus malhonnêtes, c'est ceux qui ont applaudi cette... Bon, tu as dit tricherie, tu as dit que choisi ce mot. Ce viol des textes de leur parti. Donc ils les soient donnés aux autres. Quand on veut, dans la Bible, on dit enlève d'abord la pouille qui est dans ton yeux avant de regarder celle des autres. Donc les gars du PDCI qui se concentrent déjà sur la justice dans leur parti, qui évitent de violer les textes de leur parti pour donner le parti à quelqu'un qui ne le mérite pas parce qu'il ne respecte pas les textes, avant de parler de paroles politiques. Donc c'est au PDC qu'il y a des problèmes même de respect des textes. Ça, c'est très important à dire. Maintenant, quand même, soyons un peu honnêtes. On peut reprocher beaucoup de choses à Alassane Ouattara. Mais c'est devant nous en 2020. L'histoire de 2020, ça est passé devant nous. C'est-à-dire que je le regrette, mais si monsieur Amadou Gon Coulibaly décédait même en octobre, Ouattara serait plus président. À moins qu'on me dise que Ouattara savait que Amadou Gon Coulibaly allait mourir. Il y a quelque chose qui s'est passé devant nous. Après, même moi, je n'étais pas d'accord. J'étais de ceux qui pensaient qu'il pouvait passer la main dès 2020. C'est revenu à son parti de réfléchir, de le choisir. Mais on ne peut pas enlever tout ce que vous avez dit comme reproche à Ouattara, je suis d'accord. Mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'en 2020, d'ailleurs, des 3 leaders politiques, parce que de ces 3 leaders politiques qu'on avait, c'était le seul qui avait choisi un dauphin, qui était même en train de faire son investiture quand c'est arrivé. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé devant nous. Donc après, on peut dire ce qu'on veut, mais en 2020, moi, je pense que je suis de ceux qui donnent la bonne foi à Alassane Ouattara d'avoir voulu partir. Et comme je l'ai dit, c'est la différence entre aujourd'hui et 2020. Depuis 2018-2019, on sentait que la machine RHDP se mettait en place pour M. Amadou Gon Coulibaly. Donc je résume, le débat de l'illégalité sur le 3e ou le 4e mandat, il est tranché depuis la Cour constitutionnelle, depuis ça. D'ailleurs, toutes les décisions, si Alassane Ouattara était illégal, donc la grâce qu'il a accordée à Laurent Gbagbo n'aurait pas eu de valeur, puisque c'est illégal. Donc toutes les décisions qu'il prend depuis 2020 n'ont pas de valeur légale, puisque c'est illégal. Donc soyons cohérents. On ne peut pas accepter la grâce d'Alassane Ouattara en tant que président de la République et venir dire qu'il est illégal. Il faut donc refuser sa grâce, il ne faut plus s'adresser à lui, il ne faut pas réclamer un dialogue politique avec lui puisqu'il est illégal. Soyez cohérents. Quand quelqu'un est illégal, on le traite comme un illégal. On ne peut pas venir dire matin que quelqu'un est illégal et le soir attendre de lui sa loi d'amnistie. Venir dire que matin quelqu'un est illégal et le soir chercher avec lui un dialogue politique, ce n'est même pas cohérent. Il faut faire avancer le pays. Très bien. Fanny Karim. Oui, je voudrais dire à Dr Ousmane que je n'ai pas dit que tout Docteur Chérif, je préfère. Je préfère qu'on utilise les patronymes. Je n'ai pas dit que tout était parfait en Côte d'Ivoire et que tout était réglé. Même vous, dans votre famille, ce que vous n'avez pas encore réglé est bien plus beaucoup que ce que vous avez déjà réussi à régler, peu importe le niveau de réussite auquel vous êtes.
sur la commune du plateau qui est la plus avancée, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, les populations qui habitent le plateau vous diraient qu'il y a beaucoup plus encore à faire au plateau que ce qui a déjà été fait. Donc, le président Ouattara est venu trouver le pays dans une situation qui l'a poussé de l'avant. Il y a Lasm qui dit qu'il a peur qu'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara donne lieu à des troubles. Je voudrais vous rappeler qu'Alassane Ouattara n'a jamais fait de troubles à des élections. Parce qu'en 1994, une loi avait été prise qui empêchait déjà Alassane Ouattara d'être candidat en 1995. Cette loi, je pense qu'elle portait bien sûr la présence sur le territoire. Mais il a dit clairement à son parti politique que cette loi fait que je suis éliminé, je ne pourrai pas participer aux élections de 1995. Il n'est pas allé aux élections. Il a laissé les choses faire. Les élections se sont déroulées. Voilà. Et quand on est arrivé en 2000, on a ça entre nous, entre vous et puis le président Robert Gueye. Ça s'est passé entre vous, après avoir éliminé tout le monde. Si mes dates Quand vous dites entre vous, il faut faire des précisions pour les téléspectateurs. Le Front populaire ivoirien en son temps, voilà, avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous avez éliminé tous les candidats, y compris Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara aurait pu ce jour, tel que vous vous préparez certainement à le faire pour cette année 2025, Alassane Ouattara aurait pu demander à sa population de descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a dénoncé. Et puis, après, il a laissé les élections se dérouler. Il a demandé à sa population, à ses militants, de rester calmes. Ils sont restés calmes. Les élections ont eu lieu toute la journée, jusqu'à la proclamation des résultats, mais sans trouble. Même la zone qu'on pouvait considérer comme étant le bastion du président Alassane Ouattara, à ce moment, qui étaient les régions nord, là-bas, les élections se sont déroulées, mais sans accrochage, sans rien du tout. Il n'y a pas eu de problème. Les élections se sont déroulées. Mais c'est entre vous, là-bas, entre le Front populaire ivoirien de son temps et puis Robert Gueye, qu'après, les choses se sont gâtées. Mais quand les choses se sont gâtées, les militants d'Alassane Ouattara, en son temps, ont dit, bon d'accord, ils ont comploté pour éliminer tout le monde. Aujourd'hui, qu'eux-mêmes qui ont comploté entre eux ne s'entendent pas, ça veut dire que ce qu'ils ont concocté n'est pas bon. Alors, ils ont voulu demander à ce moment-là que nous puissions encore reprendre les élections en y incluant tout le monde. Mais c'est l'occasion que vous avez saisie en son temps d'ajouter un nouveau vocabulaire à celui des Ivoiriens qui était le charnier de Yopougon avec 53 morts là-dedans. Donc Alassane Ouattara n'a jamais créé de troubles. C'est vous qui créez les troubles. Donc, et c'est encore ça que vous préparez, parce que c'est un parti qui se reconnaît aussi minoritaire que vous, parce que les résultats de toutes les élections depuis 2000, le monde, non, depuis 1990, le monde jusqu'à aujourd'hui, vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire, mais pourtant, tous les jours, vous faites croire aux gens que vous allez gagner ces élections. Vous ne pouvez pas les gagner. Vous avez perdu face à Faure-Bagny, on vous a volé. Vous avez perdu face à Robert Gueye, on vous a volé. Vous avez perdu face à Alassane Ouattara en 2010, on vous a volé. Mais c'est encore ça que vous êtes en train de préparer. Les élections seront transparentes. Elles seront inclusives par rapport à tous ceux qui rempliront les conditions et nous irons à ces élections et la Côte d'Ivoire continuera son chemin vers le développement. Joël Poté, comment vous réagissez? Je suis un peu peiné parce que nous sommes en train de discuter d'un souhait du chef de l'État. Je suis vraiment peiné d'entendre toutes ces passions sur le plateau. Le président de la République a dit « Je n'ai pas encore pris de décision ». C'est un simple souhait. Ce n'est pas une décision. Nous sommes en train d'épiloguer sur quelque chose même qui n'existe même pas du tout. Et déjà, ça suscite des passions. Je suis un peu inquiet. C'est pourquoi j'ai tenté de faire une analyse. Vous m'avez interrompu. Non, mais ce n'est pas du tout grave. Ce que je retiens de la déclaration du chef de l'État, il a dit « Je désire servir mon pays ». Il a dit « Je n'ai pas pris de décision ». Et il a dit « Je suis en bonne santé ». Mais aucun parmi nous ici n'a dit « Alléluia » parce que le commandant en chef est en bonne santé. Mais nous devons être contents. C'est le capitaine du navire ivoire qui dit « la bonne santé ». Maintenant, on va se poser des questions. Est-ce qu'il y avait des rumeurs sur son état de santé pour qu'il vienne préciser qu'il est en bonne santé? Ou bien il doit lier son état de santé à la conservation du pouvoir ou à la gestion du pouvoir d'État? Il y a toutes ces interrogations qu'il faut se poser. Nous ne sommes même pas encore face à la déclaration du président de la République qui dit qu'il est candidat et nous sommes en train de nous battre déjà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il est important de tirer les leçons du passé. Il est vraiment important de tirer les leçons du passé. C'est un diagnostic qu'il faut poser. C'est notre passé, il faut le regarder. Nous ne pouvons pas l'effacer, mais nous pouvons le surpasser pour rebâtir cette nation sur des valeurs saines. La Côte d'Ivoire sort
d'une profondeur pas possible. Le pays a connu des horreurs pas possibles. Et nous sommes là. À chaque élection présidentielle, nous cristallisons nos positions. C'est un peu regrettable. C'est pourquoi je parlais de fonctionnement d'une nation. C'est ce que je voulais expliquer. C'est qu'on laisse à la génération qui suit. C'est qu'elle reçoit, c'est qu'elle transmet. C'est important pour la vie d'une nation. Bien sûr. Je vais rebondir sur... oui, bien sûr, vous allez rebondir sur ce deuxième tour de table. Yacouba Doumbia n'est pas encore intervenu, allez-y. Alors, très rapidement, je voulais réagir au propos de Blaise Lasma. Quand il a parlé, en décrivant les étapes de la candidature du président Alassane Ouattara, candidat d'exception, ensuite candidat par dérivation, ensuite. Blaise Lasma. Quand vous parlez de candidature d'exception, vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion au fait que le président Laurent Gbagbo avait pris un article 48 pour faire du président Alassane Ouattara candidat à l'élection présidentielle, c'est ça? Mais ce que vous ignorez, et ça il est bon qu'on vous le rappelle, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas été visité par le Saint-Esprit pour faire du président Alassane Ouattara candidat à travers l'article 48. Il y a été contraint, parce que si ça ne tenait qu'à Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara ne serait jamais candidat dans ce pays. Il a dit, ses déclarations sont là, ça surabonde. Laurent Gbagbo a dit au Forum de réconciliation nationale ici, dans ce pays, qu'il ne faut pas compter sur les amis du RDR pour que, pour un problème momentané, on puisse violer les règles de la bonne gouvernance. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit. Laurent Gbagbo a dit ici, sur Radio Côte d'Ivoire, au cours d'une interview co-réalisée avec Africa numéro 1, que tant que lui, Laurent Gbagbo, il est président, Alassane Ouattara ne sera candidat à aucune élection. Et que ceux qui le suivent ne seront jamais rien. À la veille des élections législatives, l'ambassadeur Walker, Lennon Walker, il était ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Lennon Walker a conduit une médiation à la veille des élections législatives de 2001 pour négocier avec le FPI sur la question de la candidature du président Alassane Ouattara. Un accord avait été trouvé puisque Lida Kwasi Moïse, il est vivant, c'est lui qui conduisait la délégation du FPI. Il allait voir le président Ouattara pour lui porter la nouvelle à la rue des Jardins aux 2 plateaux avec sa délégation du RDR. À peine Lennon Walker prend le vol, il n'a même pas franchi le perron du palais présidentiel d'Abuja, puisqu'il a été mandaté par la communauté internationale et la CEDEAO, que feu Émile Boga Doudou s'est précipité à la télévision pour dire que ces accords-là, c'est des rumeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que Gbagbo, qui avait refusé de faire du candidat Alassane Ouattara candidat aux élections, puisse accepter de faire de lui candidat par exception? Mais c'est les accords de Linas Marcoussis. Donc, ce que vous devez comprendre, il n'y a pas eu de candidature d'exception. Et d'ailleurs, Yao Paul Ndré, vous pouvez prendre l'arrêt. Ce n'est pas l'article 48 qui a fait du candidat Alassane Ouattara candidat. Le président Alassane Ouattara a déposé ses dossiers de candidature en bonne et due forme. Et quand Yao Paul Ndré rendait son arrêt, vous pouvez prendre l'arrêt, il a dit qu'il se fondait sur les dossiers de candidature, d'autant plus que les candidats devaient être sur le même pied d'égalité. Donc, à un moment donné, il faut que vous arriviez justement à revisiter l'histoire afin d'éviter de tromper ceux qui vous écoutent. Maintenant, en ce qui concerne les questions de viol de la Constitution, Arthur l'a dit, vous n'êtes pas sachant. Il y a le Conseil constitutionnel qui est là, Bakongo, il a parlé, le ministre Mamadou Touré a parlé, tout le monde a parlé, mais le Conseil constitutionnel dit que le candidat, il est candidat aux élections. Et à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans le passé et puis être cohérent dans sa façon et dans sa démarche. Parce que la cohérence, c'est quoi? J'ai dit ici sur ce plateau que la cohérence fonde la rationalité, la cohérence fonde la logique, la stabilité et même l'honnêteté. Les jours pairs, vous traitez les candidatures ou la présidence d'illégal, les jours impairs, vous courez pour demander une loi d'amnistie. Les jours pairs, vous estimez que les amnisties prises en faveur de vos partisans sont illégales, les jours impairs, vous sollicitez des amnisties. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Et il faut vous préparer pour aller à des élections. C'est le plus important. Sinon, tout le reste, c'est du pipeau. Très bien. Docteur Chérif Osman. Je vais réagir sur 2 choses rapidement. La première des choses, monsieur le maire dit que on peut encore tout améliorer, que le président a déjà fait suffisamment et que ce que je suis en train de décrire là, c'est juste des petites choses à améliorer. Apparemment, monsieur le maire ne m'a pas bien compris dans ce que j'ai expliqué. Je dis que 80% de la richesse créée a profité aux étrangers, aux multinationales étrangères, et que les Ivoiriens propres n'ont reçu que 20%.
Et vous considérez que ça, c'est juste une petite... voilà, c'est juste une... Monsieur le maire, si vous rentrez chez vous à la maison, vous donnez de l'argent à votre épouse et que vous voulez préparer pour vos enfants, et qu'à la fin, vos enfants ont faim et que ce sont les voisins qui ont mangé, je ne pense pas que vous diriez que c'est juste des petites choses à améliorer. Monsieur le maire, vous avez endetté le pays, vous et votre gouvernement, et tout le gouvernement, de 30 000 milliards, une dette qui n'avait jamais été atteinte par le passé. Malgré tout ça, on vous explique que ces 15 dernières années, avec l'augmentation de tout ce que vous avez fait, la cherté de la vie, là, on a classé la Côte d'Ivoire en 2024 comme le pays le plus cher d'Afrique. Le pays le plus cher d'Afrique, vous pouvez voir dans le classement qui a été publié par Jeune Afrique, le pays le plus cher d'Afrique. Et vous êtes fiers de venir sur un plateau pour dire que c'est juste des petites choses à améliorer. Moi, je pense que c'est triste. Deuxième chose, M. Atu Banga nous dit que... vous savez, quand on parle d'honnêteté, pardon, M. Djarasouba, de le dire, mais j'ai lutté dans ma vie, quand j'étais secrétaire général d'un syndicat de santé, j'ai lutté pour que les postes, les titres soient corrélés à un certain comportement, à une certaine honnêteté. On ne peut pas avoir un professeur sur un plateau de télévision qui vient de faire tout de suite dans son développement deux choses contradictoires. C'est-à-dire que le minimum d'intellectualisme ne peut même pas accepter la contradiction qu'il vient de faire tout de suite. Il parle à M. Blaise Las. Non, je lui permets ça. Il parle à M. Blaise Las. J'explique rapidement. On s'est tombé d'accord, en début d'émission. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, docteur Chérif. Docteur Chérif. Professeur Banga. J'explique. Non, laissez-moi finir de parler. M. Professeur Banga est ici pour faire des analyses. Oui. Il n'est pas là pour que les autres invités remettent en cause sa fonction et son non, titre. C'est son analyse que je critique. Mais oui, mais quand vous allez sur son titre de professeur... J'enlève sur le titre de professeur. Est-ce qu'on est d'accord que si professeur Banga veut vous apporter la réplique, finalement, on va sortir du débat d'idées. On va aller sur des... Mais s'il vous plaît, professeur Banga, c'est pour ça qu'il y a cette mise au point, s'il vous plaît. Calmez-vous. Docteur Chérif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Ivoiriens sont nombreux, ils sont plusieurs milliers à nous suivre. Pas qu'en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Bien même sûr. Des Africains nous suivent. S'il vous plaît, faisons des débats qui puissent éclairer la lanterne de celles et ceux qui nous suivent. Laissons tomber les attaques personnelles. Professeur Banga, je pense que la mise au point est suffisamment claire que vous n'avez pas besoin de répondre. Docteur Chéri, vous poursuivez. L'analyse qu'il vient de faire tout à l'heure, dans la première portion, il explique à M. Blaise Las que vu que l'institution légale qui doit valider la candidature du président Alassane Ouattara, c'est le Conseil constitutionnel. Et vu que lui n'est pas expert et que le Conseil constitutionnel a donné son verdict, on devrait tous l'accepter. Et lui, par derrière, il dit que dans le PDCI, les institutions légales internes du PDCI qui ont validé la candidature du président Thiam, la présidence, le bureau politique et tout ce qui est interne, les structures spécialisées qui ont validé ça, on ne devrait pas l'accepter. C'est entre griffes comme il a utilisé la tricherie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il vient d'utiliser, c'est une contradiction claire. Quand il s'agit de président Alassane Ouattara, on doit accepter l'institution légale qui l'a confirmé. Quand il s'agit du PDCI, c'est lui qui n'est ni expert du PDCI, qui ne connaît rien des textes. Je peux lui prouver ici qu'il n'a aucune notion du bureau politique au sein des textes du PDCI. Il n'en a aucune. Si je lui pose la question, par exemple, comment on sort du bureau politique, comment on perd sa qualité de bureau politique, qu'il me donne un seul article. Il a été militant du PDCI. Il n'est pas capable de donner sur ce plateau un seul article. Mais ce n'est pas l'objet du débat. Non, il a dit tout à l'heure. Non, vous avez dit qu'il ne connaît pas les textes du PDCI. Je sais. On comprend. Pour critiquer, pour dire que quelqu'un a triché à une élection interne, il faut connaître les textes, monsieur Vous estimez qu'il ne maîtrise pas suffisamment les textes? Il n'a aucune notion. Je ne dis pas qu'il ne maîtrise pas. Il n'a aucune notion. Il n'est pas capable de me dire comment on sort du bureau politique du PDCI. S'il me dit ça tout à l'heure, je conclus que ce monsieur, parce qu'il a été militant du PDCI, il n'a aucune notion de ce parti politique. C'est entendu. Blaise Las, ensuite professeur Banga. Allez-y. Merci beaucoup. Joël Poté, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, je reviens sur encore des propos du ministre de la Justice, Sassan Kambile, devant le Parlement en 2016. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Atu Banga, là j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Non, pas de souci. Ils disent que M. Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État, en ce moment, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Ils disent que M. Touré Mamadou, qui est leur proche,
ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que M. Sansan Kambile ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que Ouaga Obou Bakongo, qui ont écrit cette loi-là, cette constitution, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas se présenter. Mais soyons un peu sérieux. On peut défendre une position, on peut défendre un clan, un parti, mais en étant logique et surtout cohérent. Ça, c'est les mots qu'ils ont employés. Ils parlent du Conseil constitutionnel qui est la seule institution habilitée à trancher de la constitutionnalité des candidatures. J'aurais aimé que d'autres personnes disent, mais pas eux. Parce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel... S'il vous plaît, monsieur, on n'interrompt pas ceux qui interviennent. On est tombé d'accord, hein? Oh non, il n'y a pas de problème. Très bien. Poursuivez, Blaise Lasme. Non, je suis très calme, parce que voilà, je suis poli, au bien sûr, comme ça. Bien voilà. sûr. Et on apprécie votre attitude. Le Conseil constitutionnel, en 2010, a déclaré le président Laurent Gbagbo comme élu des élections. Mais eux, leur clan, leur groupe, leur parti, ne l'ont pas accepté. Ils ont fait descendre des hordes, des rebelles, des dozos pour tuer, pour violer, pour piller, jusqu'à prendre le pouvoir d'État par la force. Donc que tout le monde parle du Conseil constitutionnel, sauf eux. J'ai entendu le maire tout à l'heure parler, il dit en 1994, M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a demandé calmement, dans un angélisme parfait, à ses partisans de renoncer à tout. Je ne sais pas s'il parle du même Alassane Ouattara. Parce que celui-là disait en 1999, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Mais là, ça fait 2 ans. En 2000, j'arrive. Non, tu as décrit un angélisme. Je reviens sur les propos. En 2000, il disait que... Ce qu'il veut dire, vous avez parlé tout à l'heure de 94 et vous êtes tombé à 99. Justement. Parce qu'à chaque fois, il nous dit que pendant tout son parcours, M. Ouattara, qui est le chef de l'État actuel, n'a jamais été à la source ou à la base des troubles que ce pays aurait connus. Donc je dis qu'en 99, il a dit qu'il va frapper un régime moribond qui va s'effondrer. Ça met en porte-à-faux ce qu'il vient de dire. Mais en 2000, d'après lui, c'était un conflit qui opposait Robert Gueye à Laurent Gbagbo. Mais en 2000, il a demandé à ses partisans de descendre dans les rues parce que le pouvoir était dans les rues. Et puis le Chanier, il y a eu un procès du Chanier. Quand ça les arrange, ils veulent qu'on respecte la justice. Quand ça ne les arrange pas, la justice ne les intéresse pas. Il y a eu un procès concernant le Chanier qui a innocenté Laurent Gbagbo, qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, soyons cohérents. Il ne faudrait pas qu'on ait une indignation ou bien un amour de la justice à géométrie variable. Ouattara, normalement, au vu de ce que lui-même dit, au vu de ce que les rédacteurs de la Constitution disent, ne peut pas se présenter. Maintenant, si eux qui le soutiennent disent qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, je prends acte. Je prends acte, mais je pense qu'il devrait avoir un peu plus de respect pour le chef de l'État. C'est tout ce que j'avais à dire. Personne n'a jamais dit que personne ne sait de quoi il parle. Il faut bien écouter quand on parle aussi. Il faut ouvrir un peu les oreilles. S'il vous plaît. Non, c'est ce que je vous ai dit au début. Il faut qu'il respecte parce qu'il a tendance à vouloir... C'est mon rôle de faire de la police. Voilà, il y a un point d'éducation ici. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Non, si, c'est un point d'éducation. J'ai fait l'effort d'être poli. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Non, vous, j'ai fait l'effort d'être poli. C'est pour ça que j'ai interrompu. Voilà, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. J'aurais pu laisser couler, je suis d'accord avec vous. Il y a un point d'éducation qui soigne ce point d'éducation. Quand on parle d'oreilles et tout ça, on n'en a pas besoin. Non, s'il vous plaît. Qu'il soigne ses points d'éducation. Je suis très poli. Mais il y a des choses que je ne peux pas on vous a bien compris. On vous a bien entendu. Ali, j'ai dit quelque chose. Oui. Je n'ai jamais dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Oui. J'ai dit qu'ils l'ont dit et ça n'a pas de valeur juridique. Quelqu'un reprend, il dit que je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Donc je me dis, mais on peut le dire de façon plus polie, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il n'a pas bien compris ce que j'ai dit? C'est pour ça que je dis peut-être que ses oreilles n'ont pas bien fonctionné. Peut-être c'est avec les oreilles qu'on comprend. Je ne vois pas en quoi c'est une question d'éducation. Voilà. Donc je répète. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on a bien commencé cette émission dans la discipline. Je vous propose de continuer sur cette lancée. Il ne peut pas étaler à chaque fois, c'est l'acte. Blaise Lasme, s'il vous plaît, Blaise Lasme. Vous avez été très... Vous voyez que je suis très poli. Oui, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. exemplaire, mais c'est pour ça que j'interviens. Voilà. C'est pour ça que j'interviens. Si c'est un débat d'idées, on n'est pas à lui porter une contradiction d'idées. Mais on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour cela que les Ivoiriens apprécient ce débat. Je pense qu'on s'est compris. On est sur la même longueur d'onde. Et professeur Banga, vous avez la parole, toujours dans le respect. Allez-y. Je répète ce que j'ai dit. Peut-être que les gens n'ont pas bien compris. Et comme malheureusement, c'est lui qui fait l'entente, je répète, ils n'ont pas bien compris ce que j'ai dit. Peut-être où il y a de la mauvaise foi, mais j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. D'accord, très bien. J'ai dit que ce qu'ils disent n'a aucune valeur juridique. Pourquoi? Parce que la valeur juridique, selon la Constitution ivoirienne, elle est donnée par le Conseil constitutionnel. Elle n'est pas donnée par un parti politique. Elle n'est pas donnée par les institutions d'un parti politique. Elle n'est pas donnée même pas par le président de la République. Ouais. C'est que même si Alassane Ouattara vient dire, moi, Alassane Ouattara, ma candidature est illégale
j'ai fini de lire la Constitution, là. Ma candidature est illégale. Et puis le Conseil constitutionnel se réunit. Il dit non, la candidature, là, elle est légale. C'est pour le Conseil constitutionnel, là, qui est ça. Il faut qu'on dise ça à nos petits frères qui regardent la télé. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Quoique ministre de la Justice, il n'a aucune, mais je répète, aucune valeur juridique. Celui qui donne... Maintenant, comme je les connais, c'est qu'ils sont prévisibles, ils vont venir en 2010. Je vais t'expliquer 2010. Il y a un truc que tu n'as pas compris. C'est qu'en 2010, on était en crise. Et comme en droit, le traité international est au-dessus de ce que vous faites de façon nationale. Et on allait à Pretoria, nous-mêmes Ivoiriens, nous-mêmes, on a dit à l'ONU, quand on va faire notre élection, là, il y aura 3 niveaux de décision. Il y aura 1, la commission électorale indépendante. 2, le Conseil constitutionnel. Et puis vous, là, vous êtes au-dessus. On vous donne la certification. S'il n'y avait pas ça, là, personne ne pouvait se peindre légalement. On peut peut-être même encore discuter de cette moment, mais on a nous-mêmes, Ivoiriens, nous, dit à l'ONU, quand on finit, là, c'est toi qui as le dernier mot. Mais c'est ce dernier mot-là qu'on utilise. Aujourd'hui, il n'y a plus de dernier mot au-dessus du mot du Conseil constitutionnel. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter de dire des bêtises. Le seul truc qui compte, qui donne une valeur juridique, c'est le Conseil constitutionnel, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça n'empêche pas de dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas opportun, c'est pas... Oui, ça, je suis d'accord, on peut faire 1000 ans dessus. Mais la partie juridique, là, on a confié ça au Conseil constitutionnel. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut pas dire que ça ne s'applique pas à nous. Maintenant, je dis qu'il faut être cohérent. Quand je suis assis chez moi à la maison, que je dis que Alassane Ouattara est illégal, je ne peux pas encore aller demander quelque chose. C'est comme moi, je ne suis pas cohérent. Je dis qu'Ali Diarasouba, là, pour moi, il n'est pas l'animateur de l'émission. Le jour où il décide ça, il m'appelle, je ne viens pas. Je lui ai dit, allô Ali, pour moi, je ne te considère plus comme animateur, donc je ne viens pas. Je ne vais pas venir, c'est pas dire, bon, je suis assis là maintenant, Ali n'est plus l'animateur. Ça ne va pas, ce n'est pas normal. Très bien. Maintenant, troisième chose. Il y a des gens qui ont lu un petit article sur la démission du bureau politique. Ils vont aller inventer des bêtises. Non, c'est pas comme ça. Attention, le bureau politique, je propose qu'on retire le mot bêtise. Hein. Bon, ils sont allés inventer des choses. Comme quoi on démissionne. Donc, on dit Patrick Hachi, Kobena Adjoumani, Janou Avoussou. Ils sont encore membres du bureau politique du PDCRDA. Parce qu'ils n'ont pas démissionné. Mais ça, c'est vraiment des... Le bureau politique, il fonctionne pour 5 ans. C'est l'Assemblée nationale du parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de dire. Le bureau politique, c'est l'Assemblée nationale du parti. Vous attendez votre tour de parole. Donc, l'Assemblée nationale du parti, on la convoque en général, mais il y a un dictateur qui est arrivé, ça fait 1 an, il n'a pas encore convoqué ça. Hein. Il décide lui tout seul. Un dictateur. S'il vous plaît. Mais quelqu'un qui ne convoque pas les institutions... S'il vous plaît. On peut se... Non, il y a un minimum quand même. Un dictateur, chaque fois qu'il y a un mot que je considère de travers, je demande à ce qu'on le retire. Mais si vous voulez, s'il vous plaît, si vous voulez faire mon job à ma place, finalement, cette émission va aller dans tous les sens. Je répète. S'il vous plaît. Quelqu'un qui ne respecte pas les autres institutions de son parti. Quelqu'un qui fait 1 an, qui n'a jamais convoqué de bureau politique. Quel est le texte qui le dit? C'est un dictateur. Non, quel est le Docteur Chérif, s'il vous plaît. C'est un dictateur. Attendez votre temps de parole, vous allez poser vos questions. Laissez-le terminer. Professeur Manga, terminez rapidement. 1 an sans convoquer le bureau politique. C'est de la dictature, c'est-à-dire que c'est lui seul qui prend les décisions au sein du parti politique. Or, le bureau politique, il est là pour accompagner. C'est comme l'Assemblée nationale du parti qui est élu pour 5 ans. Donc, tous les 5 ans, là, on change le bureau politique. Alors, quand on t'a changé, bon, moi, je ne souhaite pas m'immiscer et entrouvrir cette porte. S'il vous plaît, concernant les textes concernant le bureau politique du PDCI-RDA, c'est un débat où il faut se respecter mutuellement. Il a posé une question. Sur quel texte vous vous appuyez? Statut, règlement intérieur du parti. Le numéro du bon, d'accord, on va pas ouvrir ce débat. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. On va se calmer. Vous avez 30 secondes pour terminer. 30 secondes pour terminer. Il a dit que mais moi, le Conseil constitutionnel engage sur les Ivoiriens. Les institutions privées, des gens privés, ça ne m'intéresse pas. Les valeurs juridiques ne m'intéressent pas. En tant qu'Ivoirien, en tant qu'analyste, je me prononce sur les décisions qu'ils prennent. Et je trouve que les décisions qu'on prenne n'ont rien par rapport au texte. Voilà, c'est simple. Même pas les textes. Les textes, on les connaît. On dit que pour être président du parti politique, il faut avoir du bureau politique. Il faut. Je suis obligé de vous interrompre. Je suis bien obligé de vous interrompre. Non, c'est lui qui a pris. Oui, mais d'accord. En étant ivoirien, j'ai le droit de me prononcer sur ce que fait le PDCRDA et sur les violations du texte. On a bien compris ce que vous avez dit. Joël Poté, c'était à vous. Oui, merci. Allez-y. J'ai écouté tout à l'heure le maire d'Issia, c'est cela, représentant le RHGP, qui a parlé d'élections transparentes, crédibles et inclusives, si j'ai bien entendu. Je me réjouis qu'il emploie ce mot inclusive. Parce qu'à l'époque,
C'est la justice de notre pays qui a estimé qu'elle ne pouvait pas garantir au président Charles Blé Goudé un procès équitable. Il a été transféré à la Cour pénale internationale. Il a été acquitté. Malheureusement, il est encore condamné à 20 ans ici, dans ce pays. Charles Blé Goudé a besoin de compétir à l'élection présidentielle à venir. Il est victime d'une injustice. Il est exclu de la compétition. C'est une injustice que je voudrais dénoncer. Je n'ai jamais pensé un instant qu'un Ivoirien serait victime d'une exclusion sous le régime du président Ouattara. Jamais. Jamais pensé un instant qu'un Ivoirien serait exclu ou victime d'une exclusion sur le plan politique, bien entendu, sous le régime du président Ouattara. Parce que pour moi, quand on a été victime d'une injustice, on ne la tolère pas. Quand on a été victime d'une injustice, on ne la pratique pas. Quand on a été victime d'une injustice, on la combat. Et je voudrais dénoncer ce fait. Je ne demande pas une amnistie sélective. Je demande une amnistie générale pour tourner définitivement le dos à la crise que le pays a connue. Mais avec ce que j'entends là, je pense que c'est encore difficile. Il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi j'ai tenté de vous l'expliquer tout à l'heure. La trajectoire du président Charles Blé Goudé est une trajectoire qu'il a choisie librement après avoir posé un diagnostic. Tant que nous n'acceptons pas de regarder notre passé sans peur, il sera difficile de rebâtir cette nation. C'est vrai de construire des ponts, c'est vrai de construire des routes, mais une nation se construit d'abord et se bâtit dans le cœur de chaque citoyen. Et là, c'est un peu difficile. Je suis encore inquiet, honnêtement, avec ce que j'entends. Yacouba Doumbia. Oui, alors je pense que nous avons dérivé. Hein. On était sur le discours du président et finalement on se retrouve dans une polémique sur les questions des candidatures ou non, sur des rappels historiques. Mais je n'ai pas grand-chose à dire sur ces questions. Je veux juste faire quelques petits recadrages. Je vois que le docteur Ousmane Chérif est très rattaché aux chiffres. C'est une bonne chose. Mais il va falloir qu'il fasse des mises à jour. C'est quand même important parce que quand il a dit tout à l'heure qu'il n'y avait que 5% d'Ivoiriens qui détenaient la richesse, je crois. Vous n'avez pas compris. Vous avez dit quoi? 80% de multinationales. 5% de multinationales détiennent 80% de la richesse. Ah d'accord, ok. Voilà. Alors, c'est pas vrai, c'est pas juste. Dans la Vous mesure contestez où... Bloomfield. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas juste. Vous allez prendre Sika Finance, la plateforme qui gère tout ce qui est question d'économie et qui fait référence, fait foi. Je crois il y a 2 jours, ils ont fait une publication. Vous pouvez aller regarder la publication. Il y a 30%, je dis bien 30% des Ivoiriens en tant qu'opérateurs économiques qui détiennent la richesse nationale. Ce n'est pas suffisant, mais c'est encourageant. Donc vous pouvez aller remettre à jour votre logiciel et ça va vous permettre de tenir des débats de façon correcte. Deuxième chose, chaque fois, vous nous rabâchez les oreilles avec les questions de « oui, les Ivoiriens sont pauvres, 3% ici, etc. » En fait, il y a les normes dans le monde. Voilà, il y a les normes. Et il y a des institutions qui établissent des normes, des indices, qui permettent d'évaluer la bonne santé économique d'un pays. Je vous ai dit, le dernier rapport de la BAD, 55% de pauvres en 2011, 2021 et 2022, 37,5% de pauvres. Ça fait foi. Vous ne pouvez pas être plus sachant que ceux-là. Vous êtes dans la perception. À un moment donné, il faut en sortir. Donc, c'est ce que je voulais dire, juste pour faire quelques rectificatifs, et puis dire que, en ce qui concerne en tout cas les questions des candidatures, à un moment donné, il faut aller de l'avant. Que ce soit légal ou une question d'illégalité, de toutes les façons, le président Ouattara est au pouvoir. C'est un fait. Ça fait même jurisprudence. Ça dit, il a été candidat en 2010, je ne sais pas par quelle alchimie, il ne sera pas candidat en 2025 s'il le désire. En tout cas, je ne sais pas. Et comme Arthur l'a dit, on pourra épiloguer, on pourra discuter. Mais en fin de compte, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Donc, ce qui serait bon et ce qui serait bien pour les partis de l'opposition, c'est de se préparer à aller aux élections. Que ce soit avec le président Alassane Ouattara ou non, il faut que vous vous prépariez pour aller aux élections. Ça va permettre de dégager vous-même votre esprit. Ça va permettre de ne pas vous mettre trop de pression. Vous serez moins stressé. Et puis, à la fin, vous pouvez battre campagne
en toute tranquillité. Très bien, on va marquer une courte pause, mais avant, Blaise Lasmali, vous avez la parole. Oui, mais je ai dit Ouattara candidat. En fait, c'est illégal. Sinon, la personne de Ouattara ne nous dérange pas. On allait aux élections en 2010, au premier tour des résultats qui n'ont pas été contestés. Donc, Gbagbo est sorti premier. Il avait 38%. Ouattara était loin derrière, en fait. Donc, Ouattara ne nous effraie pas, il ne nous inquiète pas, mais seulement que ses actes ne sont pas conformes à ce qu'il a dit et à la loi. Parce que tout à l'heure, le professeur parlait, le professeur a dit qu'en 2010, il y avait un traité. Je ne sais pas de quel traité il parlait, mais ce que je sais... L'accord de Pretoria. Ce n'est pas un traité. J'ai dit accord, traité. Vous avez dit traité. D'accord, très bien, très bien. J'ai dit ça. J'ai dit traité. D'accord, la précision a été faite. Voilà. Il parlait pas de traité, il parlait de l'accord du Mais il a dit traité, au moins il revient sur ses propos. C'est un traité international. Accord de Pretoria, qui pour vous est un traité international. Très bien. Pretoria n'est pas un traité international. Non, il ne faudrait pas s'il vous plaît. Bon, voilà. C'est votre point de vue. Ce que je sais, c'est qu'en 2010, il y a eu une charte de bonne conduite qui a été signée par les candidats. Et cette charte-là disait que les candidats devraient s'abstenir d'annoncer des résultats et devaient se tenir aux résultats qui allaient être donnés par le Conseil constitutionnel. C'est une charte de bonne conduite qui a été signée par les candidats. Et la certification? S'il vous plaît. La certification n'est pas un traité. La certification n'est pas un traité. Ça, c'est de un. De Oui, deux. mais attendez votre tour de parole. Vous attendez votre De tour de deux, parole. il dit qu'on demande une amnistie à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Mais c'est pourquoi on parle des chefs d'État. Même Robert Gueye, qui a fait une rupture de l'ordre constitutionnel, on discutait avec lui. Donc il arrive d'un pays que pour une raison ou pour une autre, il y a une gouvernance qui vient, qui soit une gouvernance de fait qu'on accepte, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de solliciter ou de supplier pour une amnistie. On dit l'amnistie qui a touché Kone Katina et autres n'est pas une bonne chose. Parce qu'une amnistie est censée amnistier, effacer des faits. Mais pour les mêmes faits, on identifie des gens qu'on amnistie, on identifie certains qu'on n'amnistie pas. Ce n'est pas normal. Une amnistie, c'est pour les faits, une grâce, c'est sur des personnes. Donc même l'amnistie ne respecte pas les règles. C'est de ça qu'on parle. Après ça, on dit, on ne supplie rien en fait. On vous dit, il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a donné une décision de justice qui demande... Tu vas nier ça aujourd'hui. Alors la Cour africaine a demandé que l'État de Côte d'Ivoire réintègre le nom du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on attend de vous conformer à l'état des droits et au respect des obligations internationales qui sont liées à notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande aucune faveur. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons compétir. Comme il vient de le dire, vous avez un candidat auquel on n'est pas très d'accord parce que ça viole les lois, mais n'éliminez pas les autres candidats. C'est tout ce qu'on demande. Vous avez fini? J'ai fini. Très bien. Fanny Karim? Oui, merci bien Ali. Le frère du COJEP disait que quand on a été victime d'injustice, on ne la commet pas aux autres. Au moins, merci de reconnaître que le président Alassane Ouattara a été victime de plusieurs injustices. Et vous dites que vous plaidez pour cela. Déjà, je ne suis pas la personne auprès de laquelle on plaide. Alassane Ouattara n'est pas la personne auprès de laquelle il faut plaider. Le RIDP n'est pas la structure auprès de laquelle il faut plaider. La situation avec Charles Blé Goudé, je pense qu'elle est similaire à celle du président Laurent Gbagbo. S'il vous plaît. OK. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Pourtant, il va falloir aller régler le problème. Je voudrais simplement vous dire de vous adresser à la bonne porte. Vous adresser à la bonne porte. Quelle est la bonne porte, selon vous? Les démêlés judiciaires qu'ils ont. Lorsque vous aurez fini de régler ça, que vous aurez fini d'évacuer toutes ces difficultés et que vous êtes candidat déclaré par le Conseil constitutionnel comme candidat, vous serez face au candidat du RHDP qui, pour nous militants, aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous avons travaillé en sorte que, lorsque nous allons à ces élections, nous puissions les gagner parce qu'il y a des opérations qui précèdent les élections. Tout ça, ça s'est passé et nous avons travaillé là-dessus. Et donc, nous vous attendons sur le terrain. Ce n'est pas auprès de nous qu'il faut plaider pour la candidature de Charles Blé Goudé. On va marquer une courte pause, monsieur, et revenir juste après ceci. Présent dans la salle. Et cette analyse a commencé depuis le début de cette émission. Dernier tour de table, messieurs. Docteur Chérif, on commence avec vous. Alors, je voudrais rapidement réagir à deux choses qui ont été dites tout à l'heure. D'abord, à M. Yacouba Doumbia, concernant le chiffre que j'ai donné. Le chiffre, comme je le dis, l'agence Bloomfield, c'est l'une des agences. Aujourd'hui, elle a dépassé même le cadre africain. Elle est aujourd'hui pratiquement mondiale. Elle est reconnue comme étant une agence très sérieuse. Et c'est un chiffre qui est corrélé à ce qu'on retrouve dans le PIB et dans le PNB. Dans ce que votre gouvernement a produit pour les Ivoiriens, qui est le PNB, et ce que votre gouvernement a produit
pour tout le monde, y compris les Ivoiriens et les étrangers. Quand on fait la soustraction, on se rend compte de ce qui est capté par les étrangers. Et vous me donnez un chiffre de 30%, moi je vous donne un chiffre de 80%. Le chiffre il est pratiquement le même. De 80% pour les multinationales, vous me dites 30% pour les étrangers. C'est pratiquement pour les Ivoiriens. Oui, mais c'est pratiquement le même. C'est pratiquement une marge de 10% pratiquement. Donc je dis et je répète que vous venez de reconnaître sur ce plateau que votre gouvernement n'a pas travaillé pour les Ivoiriens, bien qu'il ait été élu par les Ivoiriens, mais a travaillé plus à créer de la richesse pour les multinationales étrangères. Pourtant, ce sont nos frères ivoiriens qui voteront en 2025. Donc ça, c'est déjà clair, vous l'avez reconnu et j'en suis content. Dernière chose, je voulais revenir sur le professeur Arthur Banga. Monsieur Diarra-Souba, lors d'un débat précédent, beaucoup de mes frères du PDCI ont été offusqués d'entendre le thème tricherie qui était donné à notre parti politique. J'ai dit à plusieurs personnes que le professeur Arthur Banga n'avait pas la substance, j'allais dire, d'argumentation pour justifier le mot qu'il a dit. Et tout à l'heure, il vient de faire une intervention qui justifie cela. Il n'a donné aucune argumentation pour utiliser le mot. Vous savez, un tricheur, c'est quelqu'un qui contourne les règles. C'est quelqu'un, quand on attrape un enfant qui triche, un élève qui triche, c'est parce qu'il y a des règles qui sont connues et on connaît le fait d'avoir contourné les règles. Là, il n'a cité rien parce qu'il n'y a rien derrière son argumentation. Absolument rien. Je rappelle comment le PDCI fonctionne. Lorsqu'on nomme quelqu'un, le bureau politique, c'est écrit dans le règlement intérieur. Le statut ne le détermine pas bien, mais dans le règlement intérieur, on le voit très bien. Dans le chapitre pour le congrès ordinaire a vocation à nommer, c'est lors du congrès ordinaire qu'on nomme les membres du bureau politique. Et lorsqu'on nomme les membres du bureau politique qui sont nommés ont une carte de membres du bureau politique. Sur cette carte-là, tant que vous payez la cotisation de bureau politique, vous avez le sticker du bureau politique. Moi, j'ai des grands frères qui sont avec nous, qui sont membres du bureau politique depuis 20-15 ans. Là, vous voyez, vous nous sortez du débat. Non, je sors du débat. Vous nous ramenez un débat interne. Mais s'il vous plaît. Oui. Vous nous ramenez un débat interne au PDCI. C'est pas l'objet du débat. Je veux juste terminer sur ce sujet-là. C'est vrai que ça nous intéresse, mais c'est pas pour rappeler simplement que ceux qui viennent sur les plateaux de télévision pour utiliser des gros mots sur nos partis politiques, qu'ils prennent la peine d'avoir un minimum de connaissances. Très bien, très bien. Vous estimez que le professeur Banga n'a pas de connaissances. Professeur Banga, vous avez la parole pour 1 minute 30. J'ai la parole pour deux choses. Un, je l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit dans le statut des règlements intérieurs. Le bureau politique, il est nommé pour 5 ans, parce que le congrès lui-même, c'est 5 ans. C'est parce que depuis 2013, il n'y a pas de congrès qu'il n'y a pas de congrès. Le congrès... S'il vous plaît, non, vous ne parlez pas au même moment. Docteur Chérif, Yacouba Doumbia, vous n'avez pas la parole. Docteur Chérif, s'il vous plaît. Tu dis que le congrès qui dure 5 ans nomme le bureau politique. Mais le bureau politique ne dure pas 5 ans. Mais il faut réfléchir. S'il vous plaît, docteur Chérif. On appelle la qualité à chaque congrès. Quand le congrès vient là, chaque congrès nomme un bureau politique. Et donc, tous les 5 ans, tu es membre du bureau politique. Et le bureau politique, c'est le fonctionnement de l'Assemblée. C'est comme une assemblée nationale. Tu dois même se réunir une fois par an, au moins. Mais le dictateur qui a pris le parti ne le réunit pas. Attention, les thèmes qui sont comme ça, qui ne peuvent même pas être... Je n'ai pas retiré le premier thème. Je n'ai retiré aucun thème. Docteur Chérif, à ce moment-là, vous allez vous asseoir à cette place et puis faire mon travail. Professeur Banga. J'ai dit dictateur, pourquoi? Professeur Banga, laissez-moi faire mon travail. Ali, je ne vais pas retirer. Professeur Banga, vous estimez que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Voilà. Ça, vous l'avez dit. Vous estimez qu'il y a eu de la tricherie. C'est votre point de vue. Mais s'il vous plaît, pour la courtoisie et l'évolution du débat, si cela peut cristalliser les tensions, on peut se passer d'un mot. S'il vous plaît, professeur, docteur Chérif. Je peux mettre 30 secondes? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un vient dire que je n'ai pas... Docteur Chérif, vous rendez la tâche difficile. J'ai été celui que depuis que Chérif a pris la parole, a été agressé plusieurs fois. Je ne me suis jamais plaint. À chaque fois que moi je prends la parole, eux doivent me demander rectifier. Moi, je ne pas rectifier. Donc, je ne vais pas rectifier parce que lui-même, moi, je vous dis, depuis le début, il n'a fait qu'enchaîner, insulte à ma personne. Je n'ai pas répondu. Moi, je vous dis... Donc, moi, je ne vois pas pourquoi je vais lui faire plaisir. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait, mais lui, je ne fais pas. Non, l'idée, c'est pas de faire plaisir. Docteur Chérif, s'il vous plaît. J'estime que quand vous êtes à la tête d'un parti, le congrès demande, vous ne réunissez pas le bureau politique pendant plus d'1 an, vous prenez seules les décisions. Quand vous prenez seules les décisions, on appelle ça de la dictature, c'est français. Bon, voilà. Je suis bien obligé de vous interrompre. Deuxième chose. Je suis bien obligé de vous interrompre. On va passer au deuxième sujet, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Mais si, vous êtes revenu là-dessus. Deuxième chose que je veux dire. En 30 secondes, pas plus. Des multinationales. Parce que les gens font du faux à chaque fois. Les multinationales, il n'y a pas un pays au monde. Les pays, on dit dans la mondialisation, tu es plus attractif quand tu as plus d'IDE. Les seuls qui détiennent les IDE, c'est les multinationales. Mais les multinationales détiennent à elles seules près de 30 à 40% du PIB du monde.
Mais pourquoi ça va changer en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est comment? 80%. Non, quand il dit qu'elle fait 80% de la richesse, c'est-à-dire que l'école, quand on crée une école, ce n'est pas de la richesse. Est-ce que c'est les multinationales qui vont à l'école? Quand on fait une route, ce n'est pas de la richesse. Ce n'est pas les Ivoiriens qui roulent dessus. Parce que vous exagérez des chiffres, ceux-là viennent, ils font tel % de la chiffre. C'est faux. Votre précision a été entendue. Dans tous les pays, les multinationales sont au cœur de la mondialisation. On appelle les FTN. Il faut lire sur la mondialisation pour arrêter de dire... C'est entendu, professeur Banga. Yacouba Doumbia, allez-y. Alors, non, professeur Banga, on a deux autres sujets. On a deux autres sujets. Yacouba Doumbia, allez-y. Alors, très rapidement, c'était pour faire de la rectification. Blaise Lass me dit que la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné. Non, c'est pas la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas ordonné. La Cour africaine des droits de l'homme a statué sur la forme et a recommandé l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'était une précision qu'il était bon de faire. Deuxième précision, la certification. C'est nous qui avons accepté la certification. Quand les acteurs politiques sont allés à Pretoria, ils ont estimé que ces élections-là doivent être certifiées. Donc, après la CEI et le Conseil constitutionnel, l'ONU devait certifier les élections. Et l'ONU a certifié. Il y a une résolution, effectivement, qui a été prise. Il y a une résolution qui a été prise, justement, pour confirmer ça. Et ça fait force de loi. Donc, c'est la certification. D'ailleurs, pour clore ce débat-là, il faut qu'il sache que le même Yao Paul Ndré, qui avait proclamé la victoire de Laurent Gbagbo, est revenu après proclamer la victoire du président Alassane Ouattara. Donc ce débat-là doit être clos et puis c'est terminé. Très bien. Et puis troisième et dernier élément, il a parlé d'amnistie illégale. L'amnistie n'est pas illégale. Je ne sais pas ce qu'il appelle amnistie illégale. L'amnistie prise par le président a respecté toutes les procédures. On est passé d'abord par une loi d'habilitation, ensuite une ordonnance et enfin ça a été ratifié au Parlement pour devenir une loi. D'ailleurs, je vais lui rappeler que l'amnistie prise par le président Laurent Gbagbo à l'époque n'annulait pas les crimes de sang et les crimes économiques. Tu peux aller vérifier tous les amnisties qui ont été prises sont exemptes. C'est le président Alassane Ouattara qui fait une amnistie qui annule les crimes économiques et qui permet aujourd'hui à leurs partisans de pouvoir compétir dans le jeu politique. Et puis, je vais terminer très rapidement en disant à Dr Chérif, qui n'est pas économiste, nous ne le sommes pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on a la parole, nous ne sommes pas économistes. Vous ne l'êtes pas également. Donc, l'interprétation des chiffres, il faut faire très, très attention. Quand on parle même des questions des multinationales, les multinationales, là, ils ne viennent pas à leurs ressortissants ici pour travailler. Dans toutes ces multinationales, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, dans toutes les multinationales, ce sont d'abord les nationaux qui travaillent. Ça fait un. De deux, les multinationales même font parfois même, et pour la plupart du temps, de la sous-traitance avec les PME, PMI. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en tentant d'extrapoler, en disant que oui, les multinationales détiennent 80%, en grossissant les chiffres pour donner le sentiment qu'ils viennent récupérer toute la richesse pour partir, ce n'est pas vrai. Je suis obligé de vous interrompre. Hein. Okay. Merci. Joël Poté. Oui, merci. Je voudrais préciser ma pensée. Monsieur le maire, Charles Blé Goudé n'a pas de démêlé avec la justice. Je dis et je répète, c'est la justice de notre pays qui a estimé à l'époque qu'elle ne pouvait pas garantir à Charles Blé Goudé un procès équitable et qu'il a transféré à la CPI. Après 8 années de procès, il a été acquitté. Et c'est lors de son acquittement, ou après son acquittement, que précipitamment, la justice lui a coulé 20 ans. C'est une condamnation que nous jugeons politique et que nous dénonçons. Quand je parle d'exclusion, mais on a entendu dans ce pays, le président Alassane Ouattara dit on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On sait ce que l'exclusion a coûté à ce pays. C'est pourquoi je dis, je n'ai jamais pensé un instant que sous le régime du président Ouattara, un Ivoirien sur le plan politique serait victime d'une exclusion. Voilà ma pensée. Merci. Très bien. Blaise, laisse-moi. Alors, comme on entend de clore ce chapitre, je voudrais dire que ce que nous dénonçons, c'est des postures de principe. C'est-à-dire qu'il y a eu une attitude dolosive de la part des tenants du régime qui ont fait croire à la population que voici une nouvelle constitution que nous vous proposons, mais cette constitution ne remettait pas en cause les acquis de l'ancienne constitution. Et elle ne permettait pas au chef de l'État de se représenter à nouveau. C'est une attitude dolosive, c'est-à-dire qu'ils ont agi, parlé, de sorte à tromper sciemment le peuple. Et pour ceux qui sont garants
du respect de la Constitution, ça pose un problème de crédibilité et de cohérence. Et ça, nous dénonçons ça. Alors, en parlant, il y a eu beaucoup de... Oui, je comprends les postures des uns et des autres. Le partisanisme amène souvent à effacer ou à biffer même ce qui est évident. Aujourd'hui, quand on parle d'amnistie, Kone Katina était l'auteur du dit braquage, du fameux braquage. Laurent Gbagbo était co-auteur ou complice. Mais comment se fait-il que l'auteur soit amnistié? Comment se fait-il que les autres co-auteurs soient amnistiés et puis Laurent Gbagbo seul soit estipé et qu'il ne bénéficie pas de cette amnistie-là? Nous comprenons que vous avez peur de l'homme Laurent Gbagbo, vous avez peur de sa popularité et vous savez que s'il est candidat à une élection en Côte d'Ivoire, il gagne. Nous comprenons cela, mais nous demandons au chef de l'État, nous demandons au régime RHDP d'appliquer strictement la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Très bien. Fanny Karim, on termine avec vous, allez-y. Je voudrais terminer sur le sujet qui est donc à l'ordre du jour maintenant, c'est le discours du président de la République. Moi, je voudrais simplement dire que nous, militants du RHDP, depuis donc la déclaration du président de la République exprimant son état de santé, son parfait état de santé et puis son désir de continuer à se mettre à la disposition de son pays, c'est tout ce que nous on attendait. On ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Et donc, je voudrais donc demander à nos co-débatteurs ici, qui sont d'autres partis politiques, de regarder en interne et de se concentrer à résoudre leurs problèmes et à se trouver des candidats pour qu'on se retrouve très bientôt dans les urnes et que les Ivoiriens choisissent librement. Et quand j'ai dit inclusivité, quelqu'un m'a pris au mot, mais même quand on dit qu'une élection est inclusive, mais il y a forcément des règles. C'est inclusif pour tous ceux qui en remplissent les critères. Donc, quand vos candidats rempliront les critères, ils seront face aux candidats du RHDP. Et peu importe votre candidat, le RHDP a bien l'intention de gagner. Parce qu'en parlant de distribution de biens où les multinationales se seraient accaparées de tout, quand moi, ma population faisait 2 heures pour parcourir une route pour quitter à Issia pour aller à Daloa, ce n'est pas Bolloré qui roule sur cette route-là. Ce sont les populations d'Issia qui quittent là pour aller à l'hôpital de référence à Daloa. Quand l'ensemble de mes villages, de tout le département d'Issia, sont désormais éclairés et que le couturier peut travailler, la dame peut vendre de l'eau glacée, etc., même dans les villages les plus reculés, et qu'aujourd'hui, il y a une campagne de distribution de compteurs à abonnement social, ça, c'est de la redistribution. Ce n'est pas du multinational. Vraiment, c'est ce que je voudrais... Alors, monsieur, on a un deuxième sujet au menu. Nous avons suivi un débat hier sur NCI. Et ce débat était juste phénoménal. Car cette vidéo que vous venez de voir, est-ce qu'on doit encore vous raconter quelque chose? C'est un débat qui m'a tellement plu. Parce qu'enfin, vous invitez Blaise Lams. Et j'aimerais dire qu'à chaque fois où la NCI fait des débats, opposer souvent de manière directe des partis politiques à s'affronter, à donner chacun leurs idées. Nous sommes maintenant en année électorale et beaucoup de partis vont s'affronter en octobre. Alors, donnez-les la parole pour qu'ils puissent s'expliquer, pour que chacun nous parle de son projet politique, pour qu'on nous explique pourquoi tel a fait ceci et pourquoi tel n'a pas fait ça. Pour qu'on remonte sur des problèmes, qu'on sache pourquoi Alassane Ouattara est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir, quelles sont les erreurs. C'est important d'affronter ces partis politiques en termes de débat d'idées sur le plateau de télévision. Mais c'est déjà pas mal que quand vous invitez les pro-RHDP, que vous invitez aussi un militant du PPACI comme Yei. Parce que nous connaissons tous vos consultants que vous invitez là tous les jours, qui ont déjà tous les cartes de militants sympathisants au sein du RHDP, parti au pouvoir. Et enfin, Blaise Lams a été là pour répondre à tous les mensonges, à toutes les manipulations. Parce que sur le plateau, nous avons eu des gens qui veulent bien nous parler du Conseil constitutionnel et nous demander de respecter les décisions du Conseil constitutionnel. C'est bien beau au début. Quand on écoute, on a envie de dire en réalité, c'est ce qu'il faut dans un pays normal. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est donc un pays normal? Quand on sait qu'en 2010, alors que le Conseil constitutionnel a bien proclamé le président Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle et que Ouattara a dit le Conseil constitutionnel ne vaut absolument rien du tout.
Quand on sait que pendant des années, ce monsieur était inéligible à cause de sa nationalité douteuse et qu'il a toujours dit jamais. Quand on sait que même quand le président Gbagbo est devenu président, il a dit en tant qu'opposant, je frapperai ce pouvoir moribond. Non, non, quand Robert Gueye était là, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Soit Robert Gueye, soit le président Bédié, que son âme repose en paix. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il a dit qu'il n'attendrait même pas 5 ans. Ça veut dire qu'il a décidé, lui, de ne pas attendre 5 ans. Alors qu'un mandat durait 5 ans. Pour un homme démocrate, il doit laisser au moins le mandat du président tomber. Quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en juin 2017, le 21 juin 2021, le 17, oui, je crois le 21 juin 2017, il est directement parti voir Alassane Ouattara pour sacraliser lui aussi son pouvoir et dire à ses militants, il est président, acceptons-le et appelons-le président de la République. C'est d'ailleurs à ce moment que beaucoup de militants de l'ancien FPI ont commencé à dire président Alassane Ouattara. Sinon, avant, pour nous, Ouattara n'était pas légitime et n'était pas président de la République. Le président Gbagbo est venu et il a donc montré sa qualité de démocrate. Il a attendu que son mandat finisse et maintenant le jeu politique peut commencer et on s'affronte dans l'arène politique. C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. Donc, il est important que la NCI, l'AFTV, RTI commence à inviter les partis politiques eux-mêmes se représenter et débattre face à leur vis-à-vis pour qu'on puisse comprendre qui nous promet quoi, qui nous a menti, les contre-vérités, que tout soit dit en face et qu'il n'y ait plus des histoires qu'on raconte derrière, mais évitez de jouer dans cette hypocrisie où vous invitez des consultants soi-disant et pourtant ils sont tous sous la bannière du RHDP. La team, j'ai aimé la sortie de Blaise Lam quand il a recadré tout le monde quand il fallait et moi j'ai aimé. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.